Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de votre fidélité. Nous sommes donc sur Radio Fréquence Atlantique avec 3 fréquences, 88.9, 88.3, 105.9 et 93.6. Les émissions, vous pouvez également, alors on reprend puisque le micro était fermé. Donc, je rappelle les fréquences de Radio Fréquence Atlantique, 88.3, 93.6, 105.9. Nous écoutons également sur Internet, Radio Apalgie comme les émissions quand elles sont rediffusées. Nous avons la chance de filmer sur Facebook et YouTube. Vous pouvez voir également ces émissions-là après. Donc, comme d'habitude, chaque semaine, nous parlons déconstruction, nous parlons actualité nationale et actualité internationale. Encore une fois, je vais faire un point global qui englobe les 3 aspects de la lignée de ce que nous avons commencé à poser comme problématique depuis quelques semaines, la question des relations humaines, de leur dégradation. Et aujourd'hui, le travail de déconstruction visera à montrer que, contrairement à ce que prétend l'idéologie dominante, il est possible de s'opposer à la dégradation des relations humaines. Alors, nous insistons beaucoup sur cette partie de la réflexion, puisque, comme nous l'avons déjà indiqué, tous les problèmes que nous avons en matière de guerre commerciale, danger de guerre, fascisme, tous ces problèmes-là, la condition pour que nous puissions les affronter, c'est que les gens, en tout cas une majorité des gens, comprennent, agissent, contrôlent leurs émotions et élaborent des stratégies pour pouvoir changer les choses. Donc, si on ne fait pas ce travail-là pour comprendre les moyens de pacifier les relations humaines, de faire que chaque individu porte en toute conscience, en toute efficacité, les réponses à ses propres problèmes et aux problèmes de la société, c'est comme on disait chez nous, l'eau chaillée en panier. La condition, donc, c'est que nous retrouvions le contrôle de notre libre arbitre, que nous ayons des connaissances qui nous permettent d'interpréter les phénomènes. C'est ainsi que nous pourrons nous changer et agir pour changer le monde. J'ai parlé de faits divers. Dimanche dernier, j'expliquais que les faits divers, ce sont les manifestations de faits sociaux généralisés. Les médias nous poussent à nous concentrer sur l'aspect émotion, l'aspect sensationnel, à chercher d'autres images, mais tous les faits divers qui nous interpellent, eh bien, ils trouvent leur origine dans des problèmes sociaux. Ce sont des résultats des déséquilibres de la société. Donc, la première réflexion doit nous amener à réfléchir sur la motivation de ceux qui agissent et notamment qui font des choses dont nous ne comprenons pas, nous n'acceptons pas les comportements que nous condamnons. Les 2 faits divers sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour commenter cela, c'est d'abord l'agression dans un lycée. Un lycéen poignarde ses camarades, tue une jeune fille, une lycéenne qui est de sa classe, en blesse 2 autres. Ça, c'est quelque chose qui se répercute. On voit de plus en plus dans les lycées des agressions qui touchent la communauté scolaire. Et le deuxième fait divers sur lequel je vais m'appuyer, c'est cette adolescente qui a été brûlée avec un fer à repasser par sa mère, parce que sa mère a découvert qu'elle était concernée par des vidéos porno tournées par des sites qui sont actuellement poursuivis par la justice. Voilà 2 faits. Alors, comment réagissent les gens? Premièrement, c'est la condamnation du jeune qui est un psychotype. Il faut mettre des soldats, des policiers autour des écoles. Et j'ai peur pour mon enfant.
Mais dans cette réaction-là, à aucun moment n'intervient la réflexion globale. Ah oui, il y a quelques éditorialistes qui en parlent, mais à aucun moment n'intervient chez la personne qui réagit, c'est le parent qui vient devant le lycée, n'intervient la réflexion sur le fait, mais comment cela est-il possible? Comment un jeune lycéen arrive à faire cela? Pourquoi ces événements-là se multiplient? Qu'est-ce qui est responsable? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça ne se produise pas? Ça passe carrément sous le boisseau. En ce qui concerne la mère qui voit cela, qu'est-ce qui la pousse à prendre le fer à repasser et à brûler sa fille? Parce qu'elle estime, excusez le mot, que c'est une salope, elle détruit la réputation de la famille, comme elle a pu faire ça, alors que moi je l'ai dit, l'éduque. Donc, c'est une réaction de juger et de condamner la personne qui a fait ce crime-là, mais à aucun moment, cette dame n'a réfléchi aux informations qui étaient portées par les médias à ce moment-là pour dire qu'on avait découvert des industries de la pornographie qui qui pratiquent la traite humaine, qui kidnappent des filles, qui font du chantage, qui les prennent dans des pièges, qui les droguent pour les soumettre à cet esclavage sexuel-là et qui les filment. Cela a été dit, mais la mère qui va prendre le... Quoi, tu as fait ça, qui la brûle avec le fer à repasser, ne voit qu'une chose, c'est que sa réputation est entachée. Son échec dans l'éducation de sa famille, de sa fille, etc. Donc, elle voit l'individu juge et condamne, prononce la sentence, mais ne réfléchit pas aux causes. Qu'est-ce qui fait que ces phénomènes-là existent? Et on a bien dit qu'il s'agit d'industrie de la pornographie, de systèmes qui kidnappent des gens. Donc, la majorité des filles qui sont filmées, souvent des mineurs, c'est contre leur consentement, parce qu'elles ont été droguées. Non, ça disparaît. Donc, à travers ces deux faits divers-là, je veux montrer que généralement, les gens jugent les autres à partir de leurs propres angoisses et plus généralement à partir de leurs aliénations. Ce qu'on leur a donné comme grille d'analyse pour interpréter non seulement les faits divers scabreux, mais tous les événements de la vie, les éléments, les grilles qu'on leur a inculquées dans la tête, pour que mécaniquement, ils ne peuvent avoir que ces comportements-là. Ça nous enlève déjà le prétexte qui est donné facilement de juger et ça nous appelle à réfléchir. En général, quand quelqu'un fait quelque chose qui ne nous fait pas plaisir, qui nous agresse, qui nous vole, qui nous escroque, c'est un salaud, il est méchant, un voyou, un criminel. Ou si on est un petit peu influencé par la culture populaire, il fait mal. On ne peut pas faire méchanceté comme ça si on pas fait mal. Donc, on juge en fonction de grilles. Mais quelles sont ces grilles? Eh bien, c'est d'abord la morale, certains disent judéo-chrétienne, qui est enseignée par les religions depuis le plus jeune âge. Et même quand on est athée, la culture populaire globale a une telle puissance que, y compris les athées, jugent en fonction de cette notion de bien et du mal. L'individu a fait ça, il a fait le mal et il est responsable du mal qu'il a commis. Il a fait ceci, c'est bien, donc, mais c'est toujours en fonction de cette grille du bien et du mal. On verra tout à l'heure que ce n'est pas du tout aussi simple que cela. Et puis, il juge également avec les idéologies dans lesquelles ils ont grandi. Par exemple, le criminel qui bat sa femme, qui mérite d'être puni, un violent, le violeur, etc., il est né, il a grandi dans un monde qui lui apprend que le mal est supérieur, que la femme est faite pour Dieu seul. Et il y a les violeurs donc, qui dépassent les limites de l'humanité, mais dans le quotidien, le comportement de n'importe qui dans la rue
qui ne soit pas autorisé à siffler une femme et à l'injurier si elle n'accepte pas ses agressions, ben, il est dans le même moule. Il y a la grille de la suppression de l'oppression machiste. C'est normal que l'homme domine la femme. Moralement, on n'est pas d'accord avec ça. Mais ce que je veux montrer là, c'est qu'il y a un conditionnement profond qui affecte la façon même de penser ces comportements qui est lié à une influence extérieure idéologique. Il en va de même pour ce qui concerne les questions d'autorité. Prenons l'exemple des enseignants qui sont défiés par des élèves, qui injurient, qui se lèvent, qui font, etc. Dans la plupart des cas, l'enseignant ou l'enseignante va réagir parce que son autorité, parce que la loi, parce que les règlements ont été défiés. Donc, il faut sévir, il faut punir. On ne peut pas accepter ça. Il ne réagit pas en prenant en compte que cet enfant-là, ce jeune homme qui explose, qui défie, a certainement des problèmes qui lui sont propres, qui l'amènent à défier l'autorité, et qu'au-delà du jugement moral, la question c'est comment la société fait que la majeure partie des jeunes se sentent mal dans leur peau, veulent défier l'autorité, rendent tous les adultes responsables de leurs mots. Je suis désolé de prendre beaucoup d'exemples concrets parce que les ai vécus en tant qu'enseignant. J'ai vécu des situations où une jeune fille était violemment opposée à tous les adultes. En réalité, cette jeune fille-là, on l'a su plus tard, était abusée depuis son plus jeune âge et elle avait une haine contre les adultes. Donc, l'enseignant qui est en face voit son autorité bafouée, mais ne peut pas imaginer ça. Et ce n'est pas une critique qui est faite à ce niveau-là, c'est qu'il n'a pas les éléments. Il est victime lui-même de l'idéologie d'autorité qui lui a été inculquée et il ne sait pas comment fonctionne la nature humaine. Bon, il y a quelques notions vagues de pédagogie, mais il ne sait pas. Donc, à travers cet exemple-là, je veux dire que la question de l'autorité, j'avais déjà donné l'exemple du rapport aux personnes âgées dépendantes. Je le reprends parce que c'est très significatif et je disais dans l'autre émission que personnellement, vous devez en connaître, j'en connais aussi, des gens qui sont profondément humaines, des personnes qui sont profondément humaines, qui se sacrifient pour accompagner une personne grabataire, un parent, etc. Et si elles font le sacrifice, c'est grâce à leur humanité, mais qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas le fonctionnement des personnes âgées et qui disent cette semaine-là, encore je l'ai entendu, que c'est méchant, grand ou non méchant, c'est esprit qui a fait. Il pas fait pièce. Ils savent bien pourquoi il a fait ça, mais non, elle ne le sait pas. Il y a des mécanismes psychiques chez les personnes âgées qui font qu'elles ne contrôlent pas leur comportement comme vous auriez souhaité qu'elles le fassent. Donc, tout ça là pour dire que généralement, les gens, nous tous, jugent les autres à partir de leur aliénation ou de leurs propres angoisses. Si on n'a pas compris cela au départ, pour dire, mais en fait, il faut changer les choses. Mais comment? Si on n'a pas compris ça au départ, on ne va pas apaiser la société. Eh bien, il y a une affirmation que chacun devrait intégrer, mais profondément. Les sciences sociales, on parle ici de psychologie, on parle de sociologie, on parle d'ethnologie. Logie, c'est étude des peuples, de la société, du fonctionnement psychique des gens. Ces sciences-là, depuis des siècles,
ont déjà prouvé scientifiquement que tous les êtres humains, sans exception, hommes, femmes, enfants, arabes, chinois, martiniquais, français, tous les êtres humains, sans exception, quelle que soit leur origine ethnique, géographique, sont strictement vus, motivés exactement par les mêmes ressorts. Tout ça en chinois qu'a fait, en nègre fait, en blanc fait. Qui bien qui mal. Si on n'a pas intégré cette notion-là, on reste prisonnier des grilles que l'idéologie dominante a distillées dans les têtes, et on ne peut avoir que des comportements émotionnels ou erronés et erronés. On va prendre l'exemple de la question du terrorisme. Parce que là, cette semaine, on fait des actualités et des constructions. Hier encore, un bonhomme a foncé sur une foule avec sa voiture, a tué et blessé plusieurs personnes. Vous êtes conscient que ça se passe sur tous les continents, quelle que soit la race, quel que soit le statut social de la personne concernée, et ça se passe sur tous les continents. Le jeune dont nous avons parlé, qui a poignardé ses collègues, vérifier l'actualité passée, ça se passe sur tous les continents. Il y a déjà des Chinois qui sont entrés dans une école maternelle pour poignarder. Il y a aux États. Ça se passe sur tous les continents. Là, ça ne dépend pas de la géographie ou de la couleur de la peau. Ce sont des êtres humains qui disjonctent. Alors, les tirs à l'université aux États-Unis qui sont systématiques, ça se passe en Australie, dans beaucoup d'autres pays développés, parce qu'on a accès aux armes. Maintenant, cette phrase-là, quelle que soit l'ethnie, la région où on habite, l'être humain obéit au même ressort. Et on va voir que tous les problèmes sociaux que nous dénonçons existent strictement de la même façon dans tous les continents. Hier, on parlait de ce qu'on appelle les microbes en Côte d'Ivoire. Vous savez, c'est quoi? Des enfants mineurs, des tout jeunes enfants qui tuent, qui massacrent, pour de l'argent, leur donnent de l'argent, ils tuent quelqu'un. Et pourquoi on en parlait dans une émission? Une sociologue montrait que ces enfants-là sont le fruit direct des problèmes sociaux dans ce pays-là. Vous avez vu peut-être ou entendu parler du film Pixox au Brésil, où il existe des enfants de 12-13 ans qui sont engagés par les mafias pour pouvoir tuer des personnes. Les gangs en Haïti recrutent des enfants de 15 ans. Je prends un exemple noir, amérindien, africain. Mais partout, nous avons des mineurs qui sont capables d'être au crime. Alors, ce sont quoi? Des démons, des diables, des méchants dont il faut couper la tête? Ou bien c'est la manifestation du dérèglement social? Ces enfants-là n'auraient-ils pas été des lumières, des gens au service de la société si, depuis tout petit, ils étaient choyés par pourris, gâtés, aimés plutôt que choyés, éduqués, nourris, logés, instruits correctement. L'être humain, on a dit, c'est toujours pareil, il a un dérèglement psychique, hormonal peut dériver, mais ce serait des minorités. Et là, on a l'inverse, parce que la société produit cela. Le comportement humain résulte essentiellement de l'environnement économique et social, du conditionnement idéologique dans lequel l'être humain a grandi. Alors, quand on a compris ça, on doit tirer la conclusion qu'il est possible
de faire évoluer dans un sens positif ou dans un sens négatif, selon ce qu'on souhaite pour la société. Si on veut que les gens aient un comportement positif, cela est possible en systématisant l'éducation, une éducation saine, en développant des connaissances. Imaginez que ce dont nous parlons là, à savoir psychologie, sociologie, ethnologie, imaginez que depuis en maternelle, obligatoirement, dans toutes les écoles, on apprend aux enfants à interpréter les difficultés familiales qu'ils ont sans culpabiliser les parents, mais en montrant comment c'est possible, qu'est-ce qui explique que maman puisse être fâchée, etc. Ce qu'il faudrait faire. Imaginez que ces sciences-là soient utilisées pour former cette jeunesse-là, tous les élèves, sans exception, à l'épanouissement. La société, on peut la transformer par l'éducation et puis par, ce que je disais tout à l'heure, l'accès aux conditions de vie sereines. Si vous avez un enfant dont les parents sont déjà alcooliques ou les parents sont déjà des dealers de drogue, si vous avez un enfant qui est insulté parce qu'il est trop noir, si vous avez une fille qui est moquée par tous ses camarades de classe parce qu'elle n'a pas de fiancé, parce qu'elle est mal formée, parce qu'elle n'est pas belle, parce qu'elle ne peut pas s'habiller, quel résultat peut-on avoir? Nous avons eu l'occasion d'expliquer dans une réunion, ça rappelle un peu la dame avec son fer à repasser pour la fille pour nous. Cet enfant de 15 ans, fille, accusée d'être légère, d'aller derrière tous les garçons. Et puis, évidemment, insultée, dénigrée. Cet enfant, c'est une enfant qui, depuis le primaire, est harcelée pour sa laideur et moquée par les autres filles qui ont leur fiancé. Cet enfant trouve un bonhomme qui vient lui dire: ah, mais ne les écoute pas, tu es gentil, pleure sous mon épaule, et puis qui la caresse. Elle tombe dans le panneau. Comment vous auriez préféré qu'elle se suicide? Non, parce qu'elle a besoin d'exister. Est-ce que c'est le bien ou le mal qu'il doit intervenir quand on analyse ce cas-là? Mais quand ce voyou-là va appeler 2 ou 3 copains à lui pour abuser de la jeune fille, on ne va pas dire que c'est une victime qui est manipulée par des élèves déjà machistes, quoique jeunes. On va dire que c'est une bobo. Il faut qu'on arrive à comprendre cela, l'esprit de juger en fonction de grilles d'analyse. Donc, si on a compris cela, on comprend que la solution, on va parler des solutions tout à l'heure, consiste à lutter contre le système qui produit cette réalité et qui empêche l'épanouissement. Contre ce système qui passe à la télévision tous les jours X films de crime et qui ne passe pas de films éducatifs. Ah oui, mais on aime voir ces films-là. Donc, vous aimez le résultat qu'ils produisent. Donc, avec tous les médias. Je fais le parallèle avec l'actualité. Le débat qui a eu cette semaine sur la destruction des radars. Le préfet de région Martinique vient dire la sécurité. Ceux qui brûlent les radars et ceux qui soutiennent ceux qui brûlent les radars, et ils veulent tuer. Vous voyez le nombre de morts sur les accidents, dans les accidents de route a doublé, etc. C'est à cause de ces gens-là qui empêchent qu'on prenne des radars. L'émotion, le jugement du bien et du mal, c'est le préfet colonial. Mais non, mais c'est pas vrai. On nous conduit à accepter un système sécuritaire, de répressif, pour cacher le fait que les radars sont là pour voler l'argent
et que ce n'est pas ce qui empêche les accidents. Vous croyez parce qu'il y a des radars que le type qui se drogue, qui s'alcoolise et qui monte en moto, qui fait des tirages, va dire, bon, mais comme il y a beaucoup de radars, je ne vais pas faire de bêtises sur la route pour ne pas me tuer ou ne pas tuer les gens. Non, il y aura toujours ces accidents-là. Il y aura moins d'accidents si des émissions régulières et éducatives pour les médias, au lieu de faire une pub qui dit manger McDonald's pour devenir obèse et avoir des maladies cardiaques, on a une publicité bienveillante, éducative, qui montre les dangers de la route tous les jours, aussi souvent que la publicité pour les produits commerciaux qui nous détruisent. Donc, l'éducation bienveillante est absolument indispensable pour régler le problème et non pas le seul aspect de la répression. Le radar peut exister. Si la population ne voit pas en cela un outil de raquette, mais si la population est éduquée pour dire, bon, nous devons tous nous engager dans la réduction. Et puis, bon, on dit, mais monsieur, vous mettez des radars parce que vous voulez la sécurité, mais pourquoi ne mettez-vous pas des trottoirs, les endroits où les piétons ne peuvent pas marcher? Tout l'argent des radars là, mettez des trottoirs, mettez des ralentisseurs, etc. Il y a des possibilités d'élargir les routes dans les endroits dangereux. Pas faire route autour, faire course. Il y a des possibilités à ce niveau-là d'améliorer les infrastructures et puis aussi de brider les moteurs. Vous avez dans l'auto 30 000 euros, compteur là c'est 220. Et la vitesse maximale de toute la Martinique, c'est 100. Vous ne pouvez pas vendre l'auto total. Vous ne pouvez pas vendre l'auto bridée pour la clientèle, pour avoir de l'argent. Je vous signale, je le répète chaque fois, que le monsieur qui a fait passer la loi sur les radars, Gilles de Robier, quand il était ministre, mais son frère était responsable de société de gestion de radars. Fermons la parenthèse. Donc, il y a des moyens d'investir pour sécuriser la population, pour faire une éducation préventive de masse. Mais dire, bon, radar, voyou, quand écoutez, vous êtes sous la route de Fouachoula, et puis il y a un radar caché derrière un petit mur qui flash à 40 km/h, vous n'allez pas me dire que c'est pour assurer la sécurité. Pas vrai? C'est de l'argent que vous voulez faire. J'ai insisté sur cet exemple parce qu'il était d'actualité pour montrer qu'il nous faut sortir du schéma condamné, jugé. J'insiste bien. Quand je dis cela, ce n'est absolument pas pour absoudre la responsabilité des criminels. Celui qui conduit en état d'ivresse et qui a tué quelqu'un doit être jugé. Il faut la répression. En dernière analyse, en dernier ressort, mais il faut davantage de prétention. Je dis qu'il faut faire preuve de compassion, mais il ne faut pas croire que, comme les Français disent, nous sommes des bisounours, hein, des voyous qui font toutes sortes de cas. On ne va pas dire, ah, c'est pas de sa faute, il est influencé par une grille, ceci, cela. L'entrepreneur, je ne vais pas dire son nom là, qui a sévi pour des centaines de gens, prendre un marché, se faire payer, disparaître, on fait monsieur là, je suis désolé. Il faut le mettre en prison. Donc, quand le bonhomme, manifestement, trompe, viole, etc., les violeurs, il faut les punir. Les voyous politiques, les présidents de la République qui volent de l'argent, qui font tuer Kadhafi, qui lui a donné de l'argent, puis on lui donne un petit bracelet, et puis il va aux Seychelles. Non, il faut être ferme avec cela. Mais il ne faut pas, pardon, tu as envie de dire. À l'écusson.
La Légion d'honneur. Ah oui, on lui donne la Légion d'honneur et puis son copain coquin ne veut pas enlever la Légion d'honneur. Oui, c'est vrai. Donc il faut punir. Mais il faut punir les criminels, notamment les criminels conscients. J'allais parler des gens qui sont aliénés, etc. Des gens qui se disent pour l'indépendance de la Martinique font des scélératesses en toute conscience alors qu'ils sont formés, ils savent qu'ils font des bêtises parce qu'ils ont des intérêts de classe, parce qu'ils défendent leurs intérêts de petits bourgeois, parce qu'ils veulent satisfaire leur ego. Il faut les combattre. Mais combattre des déviants, c'est au bout de la chaîne. Le plus important, il faut éduquer, il faut former pour que les gens honnêtes s'arrachent à l'aliénation et puissent porter leur contribution à la construction d'une société alternative. Alors là se pose la question du protocole, parce que si on n'a pas un protocole, une démarche pour développer des comportements alternatifs, on peut parler 100 ans. Première chose, on prend conscience. Ah, mais mon pâté, ça, il n'était pas conscient. Mais c'est vrai, c'est comme ça. Oui, mais c'est qu'a fait la Tesla, c'est pas. On prend conscience qu'on n'a pas les outils et qu'on est soi-même victime de ces aliénations. À ce moment-là, on peut dire, bon, comment faire manière pour améliorer? C'est pas facile. C'est d'autant plus pas facile que pendant qu'on essaie de s'amender, en face, il y a une machine, un appareil qui détruit l'humanité, qui vous pousse à l'affrontement. Et c'est la compétitivité. Il faut savoir se vendre, etc. Il faut être plus que celui-là. Et l'esprit critique, la connaissance, c'est deux éléments clés pour qu'on puisse s'amender. Or, l'État, le système, les médias, ces agents culturels, minute après minute, détruisent l'esprit critique et la connaissance. L'ancien enseignant qui est là vous dit que ce qu'on apprend à l'école, 80% est tout à fait inutile à la formation morale et professionnelle des enfants. Et on refuse de leur apprendre ce qui leur permettrait de s'adapter à la société. Vous apprenez l'économie? Comment fonctionne une économie? Non. Quand vous arrivez en haute étude, on vous apprend l'économie capitaliste, comment fonctionne le système. Vous apprenez les civilisations en ce qu'elles portent de positif, les civilisations précoloniales, et puis excusez le mot, mais c'est le seul qui convient, les vagabondageries des impérialistes et colonialistes occidentaux. Vous n'apprenez pas ça. Vous apprenez la grandeur de la France, la République. Donc, nous n'avons pas les connaissances qui permettent de juger et l'esprit critique nécessaire n'est pas développé. Donc, si le système ne le donne pas, je veux un protocole pour changer. D'abord, je dois me dire, bon, il faut que je me donne les moyens de connaître, de lutter contre les aliénations. Je dois faire ce travail-là. Et je vais donner des exemples qui montrent l'importance de se remettre en question. Les gens qui condamnent les toxicomanes, le n'est capable de organiser ce scélérat, les victimes, je ne parle pas des dealers. Les gens qui disent ça, ils ont leur cigarette à la bouche, ils vont prendre leur poche. Ils sont aussi toxicomanes que les autres, sauf que le poison qu'ils ont est pas moins dangereux. Agir autrement, ça veut dire qu'il ne va pas péter votre cerveau, sauf dans le cas de l'alcool, il va détruire votre poumon avec le cancer. Pourquoi n'arrivez-vous pas à dire, bon, ben, c'est vrai, ça, c'est pas bon? C'est ça qu'on appelle l'addiction. Alors, enlevons l'aspect moral et puis disons, bon, comment lutter contre les addictions? C'est pas facile. La façon de juger, notre façon de juger, il y a un élément que j'aime à citer. Chers camarades, collègues et enseignants et enseignantes, combien de fois
avez-vous vu sur un bulletin, il fait toujours son travail au dernier moment, il ne planifie pas. L'enfant, l'élève qui est en cours de formation est sanctionné parce qu'il n'a pas fait son travail à temps. Il faut qu'il apprenne que, et puis on lui dit ça, hein, mais comment tu pourras vivre si tu ne respectes pas tes devoirs? Vous qui dites ça, est-ce que vous payez vos factures à temps? Vous qui dites ça, est-ce que vous faites tout ce que vous devez faire au moment où il fait le faire? Et vous êtes un adulte, vous avez une expérience, vous avez des moyens financiers. Non, vous ne le faites pas. Nous, pièces, pas qu'à faire. Nous, pièces, pas qu'à faire. Nous, pas qu'à juger comme nous. Mais l'enfant de 6e, ça fait une semaine que je t'ai donné le sujet du devoir que tu n'as pas préparé. Comment fonctionne l'esprit d'un enfant de 6e? Il nous faut apprendre à connaître le fonctionnement humain en fonction des âges, en fonction des milieux sociaux, en fonction de. Mais la première chose à faire, c'est lutter contre cette propension à juger, alors qu'on n'est pas capable de faire ce qu'on demande à l'autre. J'ai pris cela, je parle des parents, les parents qui comptent. Ah, mais si tu ne fais pas ton travail, tu vas échouer dans la vie. Ne va pas faire le jour pour la. Oui, mais est-ce que vous, parents, c'est pas parce que vous êtes méchants que vous n'êtes pas, faites pas le jardin à temps, que vous n'achetez pas le gaz à temps. C'est parce que vous ne pouvez pas. Mais vous comprenez ça pour vous. Vous ne comprenez pas ça pour votre enfant. C'est là qu'on doit faire appel à la bienveillance. C'est là maintenant ça m'appelle à parler des militants. Un thème que j'ai souvent abordé. Voilà l'arrogance de certains militants. Les autres pas comprennent rien. On va gagner aussi important, ils n'ont pas cabinet de manifestation. Cette personne-là qui dit ça, combien de fois dans sa vie elle est déjà allée dans d'autres manifestations que celles qu'il organise? Ah, c'est pas autant de venir pour dire ah bah GPS, d'accord? Mais mon nom, il a pas aider au travail, il n'a pas payé depuis 6 mois. C'est pas important qu'on monte et dit mais qu'est-ce qui se passe? On juge. On délègue. Je décide que c'est important si vous ne payez pas, vous en. Chaque fois que vous entendez un militant dire au peuple, dites-lui, mais ça on fait pour lui. Et quand vous allez, on juge. On juge. Ben voilà. Je veux parler également de la. Je ne veux pas dire le mot lâcheté, ce n'est pas de la lâcheté. Mais les conséquences de gens qui jugent le peuple, les autres, parce qu'ils ont une position. Je prends 2 exemples. Les laboratoires pharmaceutiques commandés par des multinationales malpropres qui font des essais avec des médicaments sur des enfants en Afrique, qui rendent 200 enfants nigériens aveugles, ont besoin de faire une expérimentation sur un vaccin avec ARN messager. Je ne sais pas ce que le produit va faire comme conséquence. La loi m'interdit d'obliger les gens à prendre un vaccin s'ils ne sont pas d'accord. Les multinationales disent au gouvernement, j'ai besoin de vendre des millions de vaccins, imposer les vaccins du contre le Covid-19. Les gouvernements prennent des lois pour dire, si on va travailler, ceci, cela, cela. Ça, c'est les milliardaires, les gouvernements capitalistes, et puis ils imposent ça. Vous avez vu, en Martinique, on a quand même résisté, la majorité des populations qui disent, c'est scientifique. Ceux qui ne veulent pas se soumettre sont des obscurantistes, y compris des sénatrices. Vous êtes des arriérés, vous êtes des ceci. Vous ne faites pas confiance à la science. Moutala, profondément aliéné, mais profondément pour le système, les donneurs d'ordre. Parce qu'ils savent qu'ils ont besoin que le système continue à fonctionner.
Et puis, ils font pression sur la malheureuse population qui n'est pas informée, qui n'a pas de connaissances scientifiques, qui dit, ah, mais mon papa, ouais, maman, moi encore, parce que mon père n'est pas eu. Alors que le vaccin n'empêche pas d'avoir la maladie et de transmettre la maladie. Il y a des morts à la vie. Et puis, les morts commencent à tomber là, chez les gens qui sont vaccinés, les maladies, tout bec fermé. Mais je veux revenir aux gens sur qui on a fait pression, qui sont arrivés à se fâcher avec leurs proches parce qu'ils refusaient le vaccin. Alors, il ne faut pas vous culpabiliser, dire, voyez, non pas dit la parole chez nous. Il faut dire, ces chiens-là m'ont trahi, m'ont volé, m'ont violé, m'ont couillonné, m'ont rendu malade. Raison de plus qu'on lutte contre le système. Il ne faut pas Google te dit, il s'est un couillon parce qu'il n'est pas vacciné, il faut qu'on dise, mais c'est où ça vous tenez raison, hein? Où ça vous tenez raison? Gardez ta main, dire. Et il faut que nous fassions un bagage pour péter le système là. Cet exemple-là, c'est le plus parlant. Parce que, au nom des intérêts des multinationales, on a fascisé la société et on a induit des maladies dans une grande partie de la population pour faire des expérimentations. C'est là que je parle de connaissance, d'esprit critique, mobilisation de la vie chère. Quand le peuple a lancé sa mobilisation pour la vie chère, tout le monde fini, c'est la lutte fondamentale. Il y a des gens qui, donc c'est le droit, qui ont dit non, je ne vois pas ça comme ça, je veux faire autrement. Vous avez vu un genre de regroupement de ceux qui étaient d'accord avec le mouvement pour dire que tous les autres, c'est des traites, des crétins, des couillons, et des inconséquents, etc., soi-disant révolutionnaires. Refusez que les autres disent, mais non, mais je réfléchis, je sais que c'est comment on fixe les prix, c'est pas comme ça qu'on va gagner. La personne a le droit de penser ça. Non, on les culpabilise, on les agresse parce qu'ils ne sont pas d'accord avec une forme de lutte. Vous avez peut-être raison. C'est peut-être la bonne solution. C'est votre droit d'essayer. Et c'est le droit d'autres personnes de dire, mais non, mais je vois ça autrement. Au nom de quoi vous vous donnez le droit de dire, yo c'est des couillons parce que yo pas fait comme ça. Et qu'est-ce que nous montre la réalité? La réalité nous montre que ce que les sceptiques disaient, ben c'est ce qui se... Comme en 2009, le problème de fond n'a pas été réglé parce que le système est resté le système, parce que le gouvernement protège les riches, parce qu'il n'a pas l'intention de lâcher, etc. Donc, on est là. Alors, on va continuer à dire, ah, c'est parce que c'est Jacques qui a fait si j'ai pas réussi. Arrêtez avec le cinéma. Prenons la réflexion, puisque nous avons tous les mêmes intérêts en tant que peuple. Ceux qui y ont cru et ceux qui étaient sceptiques vous disent, bon, voilà ce qui s'est passé. Donc, mettons-nous d'accord, vous trouvez la bonne solution ensemble. L'un des responsables disait, je n'ai pas besoin de savoir qui est responsable. Nous disons, il nous faut savoir qui est responsable. Et il nous faut nous attaquer aux responsables. Sans quoi la solution ne sera pas réglée. Donc, une fois que nous avons pris cet esprit-là, nous mettons en place un protocole. Le protocole concerne moi, l'individu, qui choisit de m'émanciper, d'améliorer les relations sociales sans lesquelles nous ne pouvons aller nulle part. Et puis, il y a le protocole qui concerne le collectif. Alors moi, je commence à chercher, bon, qu'est-ce que je dois manger, changer mes habitudes de consommation, changer ma façon d'éduquer mes enfants. Vous avez entendu en Guyane, un petit gars de 9 ans qui s'est tué parce qu'on avait saisi son portable pour le punir. Mais combien de jeunes sont capables de pires abus si on leur déprive de leur portable? Et pourquoi? Parce que le système s'est organisé pour ça. Eh bien, moi, je dois avoir une réponse. Comment parler à mon enfant? Comment régler cette affaire de portable-là avec lui? En général, c'est le dialogue, la bienveillance, etc. Mais enfin. Et puis, deuxièmement, politiquement,
À côté de qui dois-je m'agréger pour qu'on ait une force pour poser ce problème-là, pour imposer aux autorités des limites, pas attendre qu'ils vont prendre une loi peut-être pour limiter le temps. Non, c'est nous qui responsabilisons, c'est nous qui responsables pays nous. Comment on va s'organiser? Où allons-nous nous organiser pour pouvoir protéger l'éducation de nos enfants et nous protéger nous-mêmes? Je pense au téléphone portable, mais on parle du problème d'obésité. Nous, parents, avons-nous tous une attitude correcte concernant l'alimentation de nos enfants? La malbouffe de McDonald's et autres, avons-nous une attitude conséquente? Avons-nous une pédagogie réfléchie collectivement pour savoir comment faire mon enfant passer à une bonne alimentation sans qu'il sache, sans que ce soit manque, une punition, etc. Comment l'associer à la réflexion? L'alimentation. Et puis notre style de vie. Toujours sur l'actualité, je veux me brancher. Nous avons entendu la cruauté des dirigeants de Saint-Domingue, qu'on connaissait déjà avec les expulsions de milliers de Haïtiens natifs, même ayant la nationalité dominicaine, qui va dans des maternités, prendre des femmes qui viennent d'accoucher, et puis les emmener dans un camion, les lâcher derrière un port de frontière, une grille de frontière. Et puis nous allons à Saint-Domingue, Punta Canas, qui côté et en vacances, alors que les organisations populaires ont dit boycotter la destination Saint-Domingue. Parce que ce sont des fascistes criminels, négrophobes, qui sont à la tête de ce pays-là. Pas l'argent. Ça va faire nous mal si nous parlons Saint-Domingue et puis nous allons dans l'hôtel Martinique ou bien Saint-Lucie, Dominique. L'enjeu ne vaut pas la chandelle. Alors, ce travail-là pour réfléchir collectivement dans la famille, dans un comité populaire, pourquoi pas, dans un syndicat aussi, pour dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Si on n'a pas un protocole avec des objectifs, avec des moyens, des réunions d'étape pour dire où on est arrivé, eh bien, on ne va pas régler le problème. Alors, je ne vais pas être plus long, je vais simplement vous inviter. Tiens, pourquoi pas? On a fait un tas de machins pour le pape qui est mort. Tous ceux qui sont dans les églises, les temples, à dire, et notre Père qui est aux cieux, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tous ceux qui disent ça là, combien pardonnent à leurs parents, à leurs fils, à leurs frères qui a fait une connerie, l'offense, pour dire, ben voilà, j'ai aussi fait des bêtises. Je dis ça forme caricaturale, mais c'est pour dire qu'il nous faut être conséquents avec ce point. Qu'on soit religieux ou pas, pour que nous ne soyons pas hypocrites et puis comme nous. Et je vais finir en vous posant une proposition. Chaque fois que vous serez devant un miroir, regardez-vous et puis dites, est-ce que je suis du genre juge, donneur de leçons, ou bien est-ce que je suis solidaire, bienveillant? Est-ce que j'accepte de m'amender quand je vois qu'on me fait une critique constructive? Ou bien est-ce que je suis enragé parce qu'on a atteint, on m'a fait une critique, alors que la personne le fait de bonne foi? Ou même s'il le fait de mauvaise foi, est-ce que ça me permet de me remettre en cause et de dire, mais c'est mon raison tout bon, il faut que je corrige comme moi. Alors faites cet exercice-là, et puis dans une autre émission, nous en allons faire le bilan. Merci de votre attention et nous nous retrouvons comme d'habitude la semaine prochaine et je vous laisse
avec ce morceau que nous aimons beaucoup, qui est d'origine haïtienne, Camarade. Écoutez bien parole là.